Bienvenue sur Lions Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous à la une de cette édition du 3 juin 2025. Le groupe sud-africain Tiger Brand envisage tout simplement céder sa filiale camerounaise Chococam, une annonce qui s'inscrit depuis plusieurs jours déjà sur toute l'étendue du territoire national, une stratégie qui pourra simplement mettre en mal l'économie et le marché camerounais en branle. Vous aurez tous les éléments de réponse concernant cette actualité dans quelques instants. Et puis, dans l'actualité également sur les antennes de Lions Télévision, on parlera de ce fait de société qui cristallise l'attention de tous les Camerounais. Il s'agit bel et bien de cette accusation scandaleuse de monsieur Saint Désira Tango qui a tout simplement fait l'actualité. Mais juste après, il y a cet autre fait d'actualité concernant un certain Pascal Tchala accusé d'avoir apporté des violences physique sur son enfant, sur sa fille, un tout petit bébé qui aurait été victime de certains sévices sur son corps, des accusations et le problème qui a tout simplement été conduit devant les tribunaux camerounais. L'événement se déroule dans la ville de Douala. Notre reporter Piengati reviendra sur le déroulement des faits concernant cette actualité. Et puis à l'étranger, nous annonçons tout simplement la visite d'Emmanuel Macron du côté de l'Asie du Sud-Est. Nous sommes bel et bien en Indonésie. Le président Emmanuel Macron va donc rencontrer son homologue, question de mettre au menu ses idées de coopération et d'aborder des questions concernant la guerre du côté de Gaza en vue de trouver certainement des hypothèses de solutions concernant cette situation de crise. Voilà pour le sommaire, le développement de toutes ces nouvelles, c'est dans quelques instants. Nous ouvrons d'abord ce 19h30 avec cette toute première nouvelle concernant le début effectif des épreuves du DCE Ordinary Level. Les jeunes étudiants ou alors les jeunes élèves camerounais affrontent depuis ce mercredi matin et sur tout l'étendue du territoire national les épreuves concernant le DCE Ordinary Level. Les candidats, face à leur destin, trouveront certainement des solutions face aux différentes épreuves qui leur seront proposées. Et puis, nous parlerons dans le cadre de ce 19h30 de ces journées économiques internationales des communes, le GECOM. Nous allons tout simplement faire un arrêt majeur concernant la commune de Dimako, qui également prend part à ces journées économiques internationales. Le maire de la commune de Dimako, monsieur Yves Tchambou, voilà, a tout simplement présidé lors de son exposé. Il s'agit justement du maire Yves Tamabou, un témé, voilà, invité spécial de l'organisation, était donc invité par ailleurs à présenter un exposé sur la nouvelle dynamique du développement pour la commune de Dimako. Il n'a pas manqué de vanter les mérites et surtout les différentes opportunités qu'offre la commune de Dimako, tant sur l'amélioration des conditions de vie des populations à la base et des initiatives qui sont tout simplement financées en vue d'approfondir et d'améliorer les conditions de vie des populations. Restons toujours dans l'actualité concernant les journées économiques internationales des communes pour aborder à présent une autre commune d'arrondissement dans la région de l'Est du Cameroun, s'agissant de la commune de Doumentan qui obéit à la politique d'import-substitution telle que prônée par le président de la République, son Excellence Paul Biya,
Le Cameroun, à l'instar de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, connaît tout simplement encore une faible production. Le vaste marché qui constitue le croupit, cependant sous le poids de la demande de plus en plus croissante. Ce manque de production oblige l'État camerounais à se tourner vers l'importation de plusieurs produits manufacturés, conséquence sur la santé de nombreux Camerounais. Se souciant justement de cette santé, le maire n'a pas manqué de présenter les nouvelles stratégies qu'il envisage tout simplement porter à l'attention de la jeunesse de Doumentan en vue de se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat, la mise sur pied du projet piscicole entre autres, et également dans le cadre non seulement d'une politique d'autofinancement avec un élargissement des recettes visant également le plein épanouissement de la commune de Doumentan. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions des journaux présentés. Restons en économie, parlons tout simplement de cette actualité concernant le retrait de Tiger Brand dans le marché camerounais. Le groupe sud-africain Tiger Brand envisage tout simplement céder sa filiale camerounaise dénommée Chococam, une annonce qui vient comme ceci s'inscrit dans une stratégie de recentrage des gains économiques sur des activités jugées plutôt prioritaires malgré les résultats qui ne convainc pas tout simplement l'État du Cameroun. Quelles seront tout simplement les raisons de ce retrait, de cette rupture dans le marché camerounais? Élément de réponse avec notre reporter Mimi Rose Bidan. Dans le cadre de son plan de recentrage sur les activités rentables, le groupe sud-africain Tiger Brands prévoit se retirer de plusieurs filiales africaines, à l'instar de Chococam, jugées non stratégiques et rentables après des décennies de présence sur les marchés camerounais. Ce retrait pourrait être la résultante de la forte mutation qu'a connue le marché du chocolat camerounais avec l'arrivée de nouveaux acteurs et la montée en puissance des marques locales marquées par la hausse des coûts de matières premières et les difficultés d'approvisionnement. Ainsi, on se souvient qu'en 2021, le résultat d'exploitation de la filiale Chococam avait atteint 172 millions de rands, soit environ 6,3 milliards de francs CFA. Malgré cette performance de solidité historique, le groupe sud-africain indique désormais que Chococam ne fait plus partie de ses priorités stratégiques, car pour le président directeur général Jacques Kruger, le groupe entend concentrer ses investissements sur les divisions culinaires, céréales et boissons, tout en poursuivant l'optimisation de son portefeuille d'activités et des canaux de distribution. Seulement, compte tenu de la conjoncture actuelle au Cameroun, il y a lieu de s'interroger sur l'avenir des employés de cette filiale au vu du taux de chômage grandissant et l'approvisionnement des produits chocolatiers de marque Chococam sur les marchés en considérant la concurrence avec d'autres produits locaux. En espérant une solution palliative, les citoyens camerounais continuent de souffrir le martyre quant à l'accès aux produits de première nécessité, parmi lesquels le chocolat made in Chococam, comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parlons à présent de ce fait de société qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la société camerounaise. Restons au Cameroun justement pour constater l'émotion et l'indignation qui sont vécues au sein de cette société pleinement camerounaise, alors que l'affaire concernant l'inceste posée par l'artiste Saint-Désir Atango, qui n'a pas encore été digéré par la plupart des Camerounais. On revient encore au menu avec cette affaire qui cristallise et qui sème beaucoup plus de l'indignement et de l'indignation au sein de certaines familles camerounaises. Il s'agit justement de cette nouvelle accusation qui secoue les réseaux sociaux depuis ce matin. Cette fois, c'est Pascal Tchala Brilago, pointé du doigt par ses accusateurs concernant justement et par ricochet par son épouse qui l'accuse des faits graves concernant encore une fois de plus des actes de violence posés sur son enfant, sur sa jeune fille. L'affaire a donc été portée à l'appréciation de la justice camerounaise et jusqu'ici c'est la désolation totale. Notre reporter Tien Gati vous présente les éléments de fait concernant cette situation.
À peine quelques jours après la médiation des accusations visant l'artiste Saint-Désir Atango, soupçonné d'avoir abusé de ses propres filles, une autre affaire de violence sexuelle ébranle l'opinion publique camerounaise. Cette fois, c'est Pascal Tchalabilango qui est au cœur d'une tempête médiatique. Selon les déclarations publiques de son épouse, Sorel Talmangwa Sanjo, son mari aurait commis un acte de sodomie sur leur fille mineure, des faits qu'elle dit avoir portés devant la justice. Pourtant, selon ses dires, l'homme aurait été relâché peu après son interpellation, une situation qu'elle dénonce comme une injustice flagrante. Un homme ne peut pas détruire un enfant comme ça, il sodomise et il viole sa fille. Jusqu'il faut payer la note de sa fille, après il vient ici, on libère, qui va se prendre charge de mon enfant. Et l'autre il m'a dit que mon enfant, qui va prendre charge. Cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu. Quelques jours plus tôt, l'acte de naissance de leur fille avait été mystérieusement retiré, ce qui a déclenché une enquête policière encore en cours. Il y a eu le premier acte de l'enfant, l'enquêteur qui avait ce problème a commencé à jongler, tourner comme ça. Il a eu le problème, le directeur de la PJ. C'est le directeur de la PJ qui a corrigé pour envoyer ça rapidement ici au tribunal. Malgré l'implication du délégué général à la sécurité nationale, la situation reste préoccupante. La jeune victime, selon des sources proches du dossier, devrait subir une opération médicale dans les prochains jours pour soigner les conséquences physiques de l'agression présumée. Deux affaires sensibles, deux familles brisées et une opinion publique en quête de vérité. Alors que les enquêtes se poursuivent, les regards se tournent vers les autorités judiciaires camerounaises appelées à agir avec rigueur et transparence. Vous faites bien de regarder le 19h30 sur les antennes de Lions Télévision. Il est 19h, passé de 42 minutes seulement. Restons pour parler éventuellement santé. Les citoyens camerounais sont toujours confrontés quant à la question relative sur le choix entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Ils ont donc donné leurs avis sur la question et notre reporter Mimi Rose Bidan a recueilli leur point de vue. Suivons cet élément. La question sur le choix entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne reste toujours au cœur des discussions entre les citoyens camerounais. Au regard de la qualité des services rendus dans nos hôpitaux, de la provenance des médicaments, du coût du traitement et surtout de la couverture santé universelle telle que prévue par le gouvernement, nombreux sont ces citoyens qui titubent encore pour espérer une guérison rapide, efficace et complète. Pour d'aucuns, la médecine moderne est la meilleure au vu du suivi de la maladie à travers les soins administrés et le traitement qui est précis et concis. Je fais la médecine moderne parce que dans la médecine moderne, on sait à quoi quand même s'attaquer. Par contre, dans la médecine traditionnelle, je me dis, on ne connaît pas le dosage. Pour faire la médecine, je préfère l'hôpital parce que l'hôpital détecte d'abord ce que tu as du fond, de l'intérieur. Là, s'il faut compléter même avec la médecine traditionnelle, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Cette réflexion n'est pas du tout partagée par d'autres Camerounais qui penchent plutôt pour la médecine traditionnelle qui pour eux demeure la base. La médecine traditionnelle parce que d'abord, pour moi, c'est la source, c'est là-bas qu'on commence et ça fait beaucoup. Moi, je préfère la médecine traditionnelle parce que même si tu pars à l'hôpital, il y a certaines choses qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital. On va t'envoyer pour aller chercher les remèdes traditionnels. La troisième catégorie des Camerounais pense que les deux médecines vont de pair car complémentaires l'une de l'autre. Je suis pour les deux parce que il y a des maladies comme, en fait, déjà, dans la médecine traditionnelle, on soigne tout. Mais maintenant, il y a les maladies que la médecine moderne soigne. Ainsi, on ne saurait véritablement vers quel sens se vouer lorsque le plus important est la guérison complète dans des meilleures conditions et à des prix raisonnables quand on sait que la santé est primordiale pour chaque individu. Comme quoi, la santé n'a pas de prix et rien ne vaut la santé. Ouvrons à présent la page étrangère pour aborder cette question concernant les négociations de paix à Istanbul, la Russie qui se dit être prête et l'Allemagne qui freine son appui. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine se poursuivent du côté d'Istanbul. Nous sommes là en Turquie avec pour objectif trouver des solutions diplomatiques au conflit alors que la Russie prétend être prête à faire face à des concessions. L'Allemagne
l'Allemagne soutient tout simplement, ou du moins, l'Allemagne semble hésiter à apporter pleinement son soutien à l'Ukraine, ce qui crée tout simplement une certaine frustration face au président Volodymyr Zelensky. Les interrogations sur l'avenir de ce conflit concernant éventuellement les négociations de paix. Suivons à présent ce reportage que proposent nos correspondants de RTTV. Il n'y a pas si longtemps, dans le contexte du processus de négociation de paix entre la Russie et l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a déclaré à plusieurs reprises que Kiev s'efforçait bien entendu de parvenir à un règlement pacifique. Bien que ces paroles soient en contradiction avec ses actes, car le régime de Kiev attaque constamment les territoires russes, ce sont celles que les partenaires occidentaux en faveur d'un règlement pacifique voulaient entendre. Mais que s'est-il passé après l'annonce très médiatisée de Friedrich Merz, selon laquelle l'Allemagne et plusieurs autres pays occidentaux auraient levé les restrictions imposées à l'Ukraine sur les armes à longue portée? L'homme politique ukrainien est rapidement passé de propos en faveur d'un règlement du conflit à des menaces contre la Russie. Nous ne pouvons évidemment pas révéler quels sont nos plans et nos capacités, mais l'idée est claire. Face à toutes les menaces et à tous les défis russes, rendre l'appareil. En Russie, il faut qu'ils sentent les effets de ce qu'ils font à l'Ukraine. Il y aura des drones, des intercepteurs, des missiles de croisière, la balistique ukrainienne. Ce sont des éléments clés. En même temps, Volodymyr Zelensky admet lui-même n'avoir reçu aucun signal de ses partenaires occidentaux concernant la levée des restrictions. Le 28 mai, il est arrivé à Berlin, apparemment pour clarifier les informations avec le chancelier et peut-être tenter de négocier la fourniture de missiles allemands Taurus à longue portée. Car étrangement, malgré les restrictions qui auraient été levées, l'Ukraine ne possède toujours pas d'armes allemandes à longue portée. Je lui suis reconnaissant pour cette réunion, pour être venu et avoir effectué cette visite. Il y a des sujets que nous n'avons pas pu évoquer, car le format ne prévoyait pas de longues discussions en tête-à-tête. Nous avons convenu que le moment venu, j'effectuerai une visite à Berlin et nous discuterons. Parmi toutes les questions figure celle dont vous parlez, mais je n'ai pas entendu parler de changements concernant les signaux. Je pourrai probablement y répondre après la réunion. Cependant, il semble pour l'Allemagne qu'il ne soit pas question de livrer des Taurus à l'Ukraine. Ce 28 mai, lors d'une conférence de presse, Friedrich Merz n'a même pas évoqué ce sujet. Il a cependant annoncé le financement prévu de la production d'armes à longue portée en Ukraine. Nous finançons une partie importante de la couverture du système Starlink. Aujourd'hui, nos ministres de la Défense signeront un mémorandum sur l'achat de systèmes d'armes à longue portée de fabrication ukrainienne. Il n'y aura pas de restrictions sur la portée. Cela permettra à l'Ukraine de se défendre pleinement, y compris contre des installations militaires en dehors de son propre territoire. Pendant ce temps, les États-Unis continuent d'insister sur le fait que le conflit doit se terminer par la voie diplomatique. C'est ce qu'a annoncé une nouvelle fois lors d'un briefing le 27 mai Tammy Bruce, porte-parole du département d'État américain, qui a également rappelé que Washington pourrait se retirer du processus de négociation en l'absence de progrès. Le président Trump et le secrétaire d'État Rubio ont déclaré à maintes reprises qu'il ne s'agit pas d'une guerre pouvant être réglée par des moyens militaires et par la violence. Celle-ci, il faut la régler par la voie diplomatique. Dans le même temps, vous avez entendu le président Trump noter qu'il devait y avoir des négociations directes entre les parties, entre la Russie et l'Ukraine, aussi bien que les commentaires de Rubio affirmant depuis des semaines que s'il n'y a pas de progrès, notre approche changera. Non pas notre soutien et notre aide à l'obtention d'un cessez-le-feu, mais les moyens de médiation pourront être ajustés. Notons que ces déclarations font suite à des messages récents de Donald Trump qui a déclaré que Vladimir Poutine, citation, jouait avec le feu. Les messages de colère du président américain semblent concerner les actions que mène la Russie en représailles aux frappes massives de l'Ukraine sur le territoire russe. En réponse à la question d'un journaliste sur l'ignorance de Donald Trump concernant les attaques ukrainiennes et la condamnation des frappes russes, Yuri Ushakov, conseiller du président russe, a suggéré que Trump ne savait pas grand-chose de la réalité sur le terrain. Trump dit beaucoup de choses. Évidemment, nous lisons cela, nous le suivons. Mais nous arrivons à la conclusion que Trump n'est pas suffisamment informé de ce qui se passe réellement dans le contexte de la confrontation russo-ukrainienne. En particulier, il n'est pas informé des attaques terroristes de masse que l'Ukraine mène de plus en plus souvent contre les villes russes.
Trump n'est au courant que des mesures de rétorsion que nous prenons. Il ne comprend pas complètement que nous ne visons que les infrastructures militaires ou celles du complexe militaro-industriel. Entre-temps, la Russie a finalisé un mémorandum contenant les conditions d'un cessez-le-feu. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, l'a déclaré ce 28 mai, ajoutant que la Russie présenterait le document lors du prochain cycle de négociations russo-ukrainiennes qui doit avoir lieu le 2 juin à Istanbul. Restons toujours à l'étranger. Le président français Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Asie du Sud-Est, en Indonésie. Il a par ailleurs rencontré son homologue indonésien. Objectif renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis. Les deux hommes politiques ont également profité de ce déplacement pour évoquer la guerre à Gaza. Notre correspondante depuis Paris, Nadège Abderrazak pour RTTV, nous livre ses précisions. Reportage. Emmanuel Macron est en Indonésie. À sa sortie d'avion sur le tarmac de l'aéroport de Jakarta, ils ne se sont pas chamaillés avec sa femme Brigitte. Elle a même accepté de lui tenir le bras pour descendre les escaliers. Trêve de plaisanterie, le président français a rencontré son homologue indonésien. Les deux hommes ont discuté de la coopération bilatérale mais aussi du contexte international. Emmanuel Macron qui a annoncé que la France était sur le chemin de la reconnaissance de l'État de Palestine tente de convaincre le maximum de pays arabes et musulmans d'en faire de même vis-à-vis d'Israël. D'accord, dit Prabowo Subianto, mais pas avant qu'Israël ne reconnaisse la Palestine comme un État souverain. La volonté de la France est de soutenir la mise en œuvre de la souveraineté palestinienne, de demander la cessation de l'agression à Gaza et l'accès sans restriction à l'aide humanitaire. Et nous avons aussi soutenu la France en collaboration avec l'Arabie Saoudite pour organiser un sommet au mois de juin afin de relancer la solution des deux États et réaliser la paix dans la région du Moyen-Orient. C'est pour ça que l'Indonésie, une fois la Palestine reconnue en tant que pays, l'Indonésie sera prête à ouvrir une relation diplomatique avec Israël. L'Indonésie est prête à contribuer à des missions de paix dans la région. Les deux dirigeants ont publié une déclaration conjointe condamnant les plans d'Israël de prise de contrôle du territoire palestinien assiégé et tout déplacement forcé de la population palestinienne. Lors d'un échange avec des étudiants, Emmanuel Macron a expliqué qu'il entendait déclencher la reconnaissance de l'État de Palestine, mais sous condition, notamment la démilitarisation du Hamas et sa non-participation à la future gouvernance étatique. Et c'est pourquoi nous sommes l'un et l'autre engagés aussi pour mettre un terme au conflit au Proche-Orient et reprendre le chemin de la paix afin de garantir la sécurité pour tous, Palestiniens et Israéliens. Je me permets de revenir sur ce point car je sais toute l'émotion suscitée par cette guerre et les questions parfois sur la position de l'Europe et de la France. Et je veux le dire ici, la France ne connaît pas le double standard. C'est pourquoi nous avons condamné les attaques terroristes conduites par le Hamas le 7 octobre 2023, reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais nous avons aussi, dès le mois d'octobre 2023, demandé un cessez-le-feu, organisé dès novembre 2023 la première conférence humanitaire pour Gaza et sans relâche œuvré pour que la paix puisse revenir, l'aide humanitaire s'installer. Et c'est pourquoi nous sommes aussi mobilisés pour retrouver un processus qui pourra nous conduire à deux États, à une reconnaissance mutuelle et à une paix durable. Le dossier palestinien était l'occasion pour Emmanuel Macron de tenter de convaincre qu'il n'y avait pas de deux poids, deux mesures dans son engagement pour la paix au Proche-Orient par rapport au soutien politique, financier et militaire colossal que la France et l'Union européenne accordent à l'Ukraine. Après le Vietnam, l'Indonésie est la deuxième étape de la tournée de 6 jours du président français qui doit se conclure ce vendredi à Singapour. 19h passées de 55 minutes dans l'arrondissement de Ngoro. Nous sommes là dans le département du Mbam-Ekim, région du centre Cameroun. Ouvrons à présent la page culture avec cette nouvelle. Il s'agit bel et bien de cet événement culturel baptisé Niwele, l'architecture capillaire africaine et camerounaise justement sous les projecteurs dans la capitale française. Nous sommes là à Paris. À Paris justement, les experts
experts et les professionnels du secteur capillaire se sont donc réunis pour célébrer l'architecture capillaire africaine et camerounaise lors de l'événement baptisé Niwele. Pendant plusieurs jours, ils ont également partagé leurs connaissances et leur expérience sur les tendances actuelles et les innovations dans le domaine de la coiffure africaine et camerounaise. Voici le reportage que vous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. L'événement Niwele est une occasion unique de célébrer l'architecture capillaire africaine et camerounaise. Pendant plusieurs jours en France, les experts et les professionnels du secteur capillaire se sont réunis à Paris, Ville Lumière, pour partager leurs connaissances et leur expérience sur les tendances actuelles et les innovations dans le domaine de la coiffure africaine et camerounaise. Entre exposition des coiffures ancestrales, débat autour de l'architecture capillaire, les participants ont pu découvrir des coiffures ancestrales réalisées à partir de produits et d'outils traditionnels, ainsi que des créations modernes qui fusionnent les techniques traditionnelles avec des tendances actuelles. Les experts ont également partagé leurs connaissances sur les différentes techniques de coiffure utilisées en Afrique et au Cameroun, ainsi que les significations culturelles et symboliques associées à ces coiffures. L'événement Niwele est un projet qui suit son cours, avec pour objectif la promotion et la valorisation de l'architecture capillaire africaine et camerounaise. Alors, très bon prétexte pour accueillir sur le plateau du 19h30 le directeur artistique de votre structure Afrocréma, Monsieur Boris Issa, nous fait encore l'insigne honneur d'être notre invité du 19h30 une fois de plus ce soir. Nous allons tout simplement lui souhaiter la bienvenue et lui remercier, le remercier de nous avoir honoré une fois de plus ce soir. Bienvenue sur le plateau du 19h30. Eh bien, merci Xavier, c'est un plaisir d'être là. C'est toujours un plaisir de revenir sur les chaînes de la Lions TV et c'est la famille, on est content d'être là. Nous également, nous sommes contents. Rappel aux téléspectateurs, ça fait simplement quelques jours que vous êtes de retour au Cameroun après un bref séjour passé du côté de la France, plus précisément à Paris, dans l'optique de prendre part à cet événement culturel Niwele. La toute première question que je m'en vais vous poser à présent, vous en tant que directeur et promoteur de ce mouvement culturel, on va parler ainsi d'Afrocréma, quelle était justement votre implication et votre participation au sein de cet événement baptisé Niwele? Eh bien, c'était vraiment la lourde charge d'organiser l'événement. C'était un territoire qui peut-être n'est pas nouveau pour nous, mais c'était quand même l'opportunité d'organiser quelque chose pour restaurer la mémoire des coiffures ancestrales bantoues, puisque l'événement justement était dans le but de mettre devant de la scène cette richesse culturelle sur l'art capillaire que regorge la culture bantoue, les cultures bantoues, les cultures africaines camerounaises. Donc d'organiser, d'implémenter, d'aller à la rencontre des amoureux, des passionnés de la coiffure et bien aussi des acteurs de la scène culturelle parisienne et de la diaspora et voilà et camerounaise aussi. Au sein de cet événement ou alors de cette grande célébration de l'architecture capillaire, on a très bien vu dans cet élément qui est passé il y a quelques minutes seulement votre touche personnelle et on s'en va justement apprécier votre participation. Comment voyez-vous l'événement Niwele comme étant certainement un moteur de compte qui contribue à l'amélioration et à la promotion du savoir-faire capillaire africain et maintenant la contribution du Cameroun portée par vous? Eh bien, le Cameroun, vous savez, il regorge vraiment d'une richesse, d'un patrimoine qu'il est important pour nous vraiment de mettre devant de la scène. C'est la contribution est de regrouper, de rassembler la diaspora autour de leur culture qu'ils ont abandonnée. Vous savez, partir d'un lieu et aller dans un lieu, c'est s'adapter aussi. Ça veut dire qu'on porte un peu un bagage et puis retrouver un petit peu au travers des
les ambassadeurs que nous sommes, c'est aussi ce qu'on voulait au travers de cet événement. Donc c'est de réconcilier, c'est de mettre vraiment, de dire que l'Afrique, le Cameroun a une richesse patrimoniale sur l'art capillaire qu'il est important de mettre au devant de la scène. Donc c'est en tout cas ça. On peut reconnaître en cette empreinte votre volonté à exhumer ce savoir, je vais dire ce savoir architectural sur le plan des capillaires, effectivement, sur le plan de la coiffure, à exhumer ces coiffures qui étaient pratiquées dans le temps. Nous remontons presque à la préhistoire, exactement, alors, aux âges précoloniaux, exactement, où nos mamans se coiffaient d'une certaine façon, et aujourd'hui ce mixage entre l'ère moderne et l'ère traditionnelle, ce savant mélange, on vous attribue encore des félicitations. Merci. Et par conséquent, on aimerait justement évaluer et examiner les objectifs. C'est vrai, vous êtes promoteur d'Afrocréma, mais testez quoi les objectifs de participer au festival Niwele à Paris? Alors, le but principal, c'était de restaurer la mémoire, de montrer déjà à la communauté afro-descendante que, avant, il y avait l'Africain, parce que ce sont l'homme avec grand H, avec cette manière de se coiffer, d'entretenir son cheveu, et que la coiffure est en Afrique avec des grandes significations, symboliquement parlant. Donc c'est un patrimoine inestimable qu'il faudrait mettre au devant de la scène. Donc pour nous, c'est un engagement fort d'aller au-delà des frontières, établir le principe selon laquelle, il y avait une richesse culturelle qu'il faille vraiment imposer sur le temps et permettre à ce que ça évolue et que les gens puissent s'en inspirer. Aujourd'hui, votre participation à cet événement baptisé Niwele n'est plus à démontrer ou à justifier. Oui. On a très bien vu comment vous avez représenté le 237, le Cameroun, à cet événement. Oui. Et s'il fallait certainement revenir sur les tendances et les innovations que votre structure, votre organisation Afrocréma a porté lors de cette célébration d'une autre façon de la culture. Et c'était quoi concrètement ce qu'Afrocréma a porté au sein de cette célébration? Alors il faut préciser que l'événement Niwele, qui signifie cheveux en Swahili, était organisé en 3 temps. Il y avait premier temps, il y avait l'exposition, au cours de l'exposition, parce que c'était la pièce centrale que j'ai beaucoup aimé, c'était justement de montrer les outils qui ont servi, que nos ancêtres utilisaient, des produits naturels à base d'essence naturelle qu'on retrouve en Afrique, qui sont et c'est un moment de dire aussi que l'Africaine a une façon de développer justement cette orientation en matière d'entretien du cheveu. Donc c'était aussi un moyen pour nous de présenter ça, de présenter les œuvres capillaires. Mais le deuxième débat aussi, parce qu'on a fait les débats, il y avait des docteurs sur le cheveu. On a pu montrer que on peut, au travers seulement de l'état du cheveu, on peut savoir, donc on peut se dire dans quel état tu te trouves, par exemple, de maladie. Donc on a eu des spécialistes du cheveu afro, des spécialistes de la culture afro. Donc après, en troisième temps, il y a eu justement des défilés. Donc ces temps-là nous permettent justement de montrer vraiment la démarche qu'il y a justement à valoriser ce patrimoine-là et à montrer la pertinence de l'objet dans le temps et dans l'espace. Pouvez-vous nous parler en quelques mots justement de vos attentes en termes de voir comment prospérer ce festival Niwele et surtout cette parfaite collaboration qui lie désormais le Cameroun à vos autres partenaires et experts dans l'exploitation et la promotion des richesses capillaires dans le monde et surtout en Afrique. C'est quoi vos attentes en termes en moyen, en court et en moyen long terme? Je vais commencer à long terme. Ouais. À long terme, c'est d'avoir un musée dédié à l'art capillaire. Parce que quand le Cameroun compte plus près de 288 ethnies, donc grosso modo, il y a une richesse patrimoniale autour de l'art capillaire qu'il faudrait mettre en mémoire. Et pour que nos enfants sachent, pour que dans les universités ou bien dans les écoles, on n'impose plus une norme de crête qu'il faut y avoir. Donc je pense qu'il faudrait déjà avoir un musée de la coiffure. Il faudrait on va dire, s'exporter
exporter le savoir-faire. On a commencé à Paris, bientôt on ira à Lagos et bientôt on ira aux États-Unis pour justement implémenter la chose. Et à court terme, c'est bien que les Camerounais comprennent que on peut développer des structures entrepreneuriales au travers de l'art capillaire. Et à court terme, on a justement notre deuxième tournée dans l'extrême nord qu'on ira à la rencontre des mamans pour produire des produits à base d'essence naturelle. Des produits à base d'essence naturelle qui permettront certainement d'entretenir nos cheveux et de promouvoir davantage ces différentes techniques de coiffure sur le plan africain et camerounais. Monsieur Boris Issa, directeur artistique de Afro-Crima, le 19h30 vous remercie. Merci à vous. Été notre invité sur ce plateau. Merci à vous. Il y a un mot à adresser aux Camerounais et à ces professionnels du cheveu. Ce serait quoi? Alors, c'est vrai que mon message sera peut-être pas, ne concernera pas, on va dire comme ça, le cheveu. Je pense qu'on approche d'un moment très important de notre nation, c'est-à-dire choisir celui qui va représenter, qui va, on va dire, comment conduire nos destinées. Je pense que la responsabilité de chacun, la responsabilité des jeunes, j'espère que tout le monde déjà a sa carte d'électeur, parce que c'est un moment très important et je pense qu'on biaise un petit peu ce moment. Pourquoi? Parce que la personne qu'on va choisir va déterminer encore les 7 ans de notre avenir et ceux de nos enfants. Donc il est important de prendre des choses en main et se dire ok, on a besoin de changement, on a besoin d'aller au devant de la scène, on a besoin d'avoir 7 ans de vie et que nos enfants puissent avoir recours à un avenir meilleur. Voilà donc qui est dit, madame, messieurs. Nous avons donc comme invité ce soir monsieur Boris Issa, directeur artistique d'Afro-Crima, par ailleurs promoteur de la marque Afro-Crima du côté de Paris. Il a donc pris part justement à la célébration de cet événement culturel baptisé Niwele, où il a essayé de valoriser davantage le Made in Cameroun et surtout le cheveu, quand on sait que c'est une richesse qui nous permettra de promouvoir davantage nos différentes techniques en termes de promotion capillaire au Cameroun. On lui dira davantage merci. Merci à Xavier. Parmi nous. Madame, Monsieur, c'est donc avec cet entretien mené avec le directeur artistique d'Afro-Crima que nous refermons ce 19h30 sur les antennes de Lions Télévision. Journal préparé avec l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons une fois de plus merci de votre aimable attention. Restez accompagnés des programmes de Lions Télévision. Nos programmes se poursuivent ici et seulement sur cette antenne. Vous avez la possibilité de suivre nos différentes plateformes, notamment Facebook et YouTube, sur cette antenne également. Vous avez éventuellement la possibilité de nous écrire sur nos différentes plateformes numériques, Facebook et YouTube, et de suivre également en streaming ce 19h30. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il est 19h30 sur les antennes de Lions Télévision. Bonsoir à tous.